Rebonjour pour ce deuxième volet du cours donc du 17 novembre 2020. Alors, je m'étais, vous vous en souvenez, surtout si vous reprenez le cours 30 secondes après, je m'étais arrêté en plein milieu d'une citation d'Alain, vous laissant dans un suspense infernal et dans l'attente de l'exemple que promet Alain. Exemple de ce qu'il appelle fétichisme. Je vais expliquer le mot rapidement. Je reprends l'extrait des préliminaires à la mythologie que j'avais commencé de lire. Il y a encore une mythologie sans Dieu, ni génie, ni fée, et qui vient d'une certaine manière de considérer chaque chose. Car, comme les génies invisibles ont chacun leurs attributions et leurs richesses propres, ainsi chaque chose aura ses propriétés, comme celle du bois, qui est de brûler, et celle du couteau, qui est de couper. Je vais ajouter celle du fer, qui est de rouiller. Et il n'y a même pas grande différence entre ces deux manières de penser, puisque ce qu'on voit, c'est seulement la chose, et qu'il est bien entendu que les génies sont invisibles et intangibles. Où est donc l'erreur? En ceci que les propriétés de la chose sont supposées cachées en elle, par exemple la flamme dans le bois. Et je veux expliquer que cette manière de penser n'est pas moins mythologique que l'explication par les fées ou les fétiches. Ce que l'on croit à tort, c'est que du bois tout seul sortira la flamme. Et voici un exemple de ce genre d'erreur. Au temps de la guerre, un homme assez instruit, pensant que les bombes pouvaient enflammer un gazomètre, voyait déjà l'incendie se propager le long des tuyaux et dévorer toute la ville. Ce qu'il croyait que le gaz d'éclairage a par lui-même la propriété de brûler. Mais non, il y faut de l'air. Or, cette fausse idée d'une propriété cachée dans la chose est très difficile à écarter parce que c'est une de nos idées d'enfance. Alors Alain va bientôt revenir sur cette notion d'idée d'enfance, mais j'explicite un tout petit peu l'exemple. Les gazomètres étaient, pour les plus jeunes de mes auditeurs, les gazomètres, et j'en ai vu dans mon enfance, étaient ces immenses réservoirs de gaz qu'on pouvait voir à la périphérie des villes et desquels partaient des canalisations qui en effet irriguaient toute l'agglomération. Et je me rappelle avoir vu devant la porte cochère des immeubles parisiens la mention, aujourd'hui évidemment disparue, eau et gaz à tous les étages. Eh bien, ce militaire, bon, génie, parce qu'il faut quand même être un génie pour inventer un procédé pareil, avait songé bombarder, simplement se contenter de bombarder, solution économique, les gazomètres à la périphérie de la ville, de façon que l'incendie, par les tuyaux, se propage jusque dans les habitations. Génial, à ceci près que cela reposait sur ce mode de pensée que Alain appelle, c'est un nom qu'il emprunte à Auguste Comte, qu'il appelle fétichisme. Pourquoi fétichisme? Bon, on sait bien ce que signifie le terme de fétichisme dans le langage de la psychologie. Le fétichisme consiste à attribuer une certaine propriété à un objet en transférant cette propriété depuis quelque chose qui la possède effectivement à autre chose, l'objet qui ne la possède, si vous voulez, que symboliquement ou que dans l'imagination de celui qui attribue cette propriété au fétiche. Il y a de remarquables analyses, une remarquable analyse extrêmement célèbre du fétichisme de la marchandise au début du Capital de Marx. Alors, cette idée d'enfance, pourquoi idée d'enfance? Eh bien, justement, c'est ce que Alain va nous expliquer un tout petit peu plus loin. L'idée qu'il y a quelques mystères cachés à l'intérieur des choses est une idée folle, mais naturelle. Entendez naturelle au sens de spontané, que nous formons par le jeu même du fonctionnement de notre esprit. C'est le fétichisme même, souvenir de nos années d'enfance, et qui nous porte à prier et remercier les arbres, les sources et les rochers, comme nous avons d'abord prié et remercié le papa, la maman, la nourrice, la cuisinière, le jardinier. Là, je saute un passage que je reprendrai tout à l'heure et je poursuis.
L'investigation de l'enfant porte sur ceci. Quels sont les biens ou les maux enfermés dans une chose comme dans un coffret? Et je remarque que les coffrets, armoires et portes, toutes choses qu'on ne sait pas ouvrir, et derrière lesquelles il y a jouets ou confitures, sont les systèmes de la vie enfantine. Ce genre de jugement et ce genre de curiosité ne nous quittent jamais tout à fait. Il est agréable de penser qu'un morceau d'or porte richesse, comme il porte densité remarquable et couleur jaune. Mais la vraie physique sait bien dire que l'or ne porte pas en lui cette couleur jaune. Elle lui vient du haut du ciel, car supposons une lumière sans rayon jaune, l'or serait noir. Et pareillement, transportons l'or au pôle, il pèsera plus. À l'équateur, il pèsera moins. Vainement nos doigts nous font sentir que le poids de l'or est dans l'or. Cela n'est point. Mais dira toujours l'esprit enfant, le poids de l'or est donc dans la terre qui attire l'or. On ne se prive pas toujours de penser que le centre de la terre est un point magique qui attire toutes les choses. Allez-y donc, ouvrez la terre si vous pouvez. Vous trouverez à son centre un point d'indifférence où l'attraction terrestre est nulle. L'attraction est une relation entre deux masses et l'on ne peut pas dire que l'une attire plutôt que l'autre. La valeur de l'or est une relation aussi. Enfermez une masse d'or dans un coffre imperméable. Il est connu que l'extraction de l'or, le train de toute la production, le régime des travaux, l'assiette des pouvoirs, enfin le monde entier des valeurs changeront d'instant en instant la valeur de cet or enfermé. Ainsi parle la physique des richesses. Mais l'or est un fétiche. Grandet expirant veut saisir l'or et refermer ses mains sur cette richesse. Et la matière n'est rien d'autre que cette dépendance réciproque de tout par rapport à tout, sans aucun centre de privilège. Fin de citation. Ce qui veut dire que les secrets de la nature ne sont pas dissimulés au fond des choses comme des causes qui produiraient leurs effets. Ce qui produit la rouille, ce n'est pas une puissance de rouiller qu'abriterait la substance du fer. C'est un système de rapports qui s'établit entre les composants physico-chimiques du fer, du dioxygène contenu dans l'air, de l'eau, éventuellement d'autres substances, je l'avais dit, par exemple des acides, qui peuvent accélérer ou freiner le processus de formation de la rouille. La rouille est l'ensemble des réactions chimiques qu'il n'y a pas lieu d'attribuer à des causes, mais dont on peut décrire les lois, c'est-à-dire énoncer les rapports constants entre les paramètres qui président au phénomène. Et c'est ça que veut dire la fin de la citation d'Alain que je lisais. La matière n'est rien d'autre que cette dépendance réciproque de tout par rapport au tout, sans aucun centre de privilège, c'est-à-dire sans aucun lieu spécifique, sans aucun lieu qui soit le lieu où réside telle puissance d'être, de devenir, de produire tel ou tel effet. Et voici le passage que j'ai tout à l'heure, il est très court, ce sont 3 lignes que j'ai omises dans la lecture de la citation, où Alain dit ceci. Le secret des plus petits mouvements est toujours dans l'extérieur, qui nous renvoie à un autre extérieur. Ce que l'inertie, ce principe tout simple et étonnant par les suites, exprime très bien. Il n'arrive jamais rien que du dehors. Et c'est pourquoi la géométrie, qui n'étudie rien que le dehors tout nu, est la clé de toutes les sciences. Bon, je passe sur cette dernière affirmation, la géométrie qui n'étudie rien que le dehors tout nu, est la clé de toutes les sciences. Ça, nous y reviendrons plus tard. Mais je m'arrête un tout petit peu sur le principe d'inertie, dont il faut connaître l'énoncé, qui est sans doute la découverte du principe d'inertie est ce qui a donné le top départ à la physique moderne. Je ne dis pas contemporaine, celle d'Einstein, celle de la mécanique quantique, la physique moderne, celle de Galilée. C'est par l'énonciation du principe d'inertie que commence la physique scientifique. Qu'est-ce que dit ce principe? Ce principe dit qu'un corps matériel ne voit ni son immobilité ni son mouvement modifié autrement que par l'application d'une force. Le mouvement d'un corps
n'a pas plus besoin de recevoir de cause extérieure que son immobilité. Ce qui a besoin de s'expliquer par une cause extérieure, c'est la modification de la direction, de l'orientation, de la vitesse de ce mouvement. Il est tout aussi naturel à un corps de se déplacer que d'être immobile. Et c'est pour ça que, par exemple, l'inertie n'est pas quelque chose qui va petit à petit mettre fin au mouvement d'un corps lancé si ce corps ne rencontre aucune résistance. Les corps dans le monde physique où nous vivons s'arrêtent toujours dans leur mouvement. Pourquoi? Parce qu'ils sont soumis à soit à un arrêt brusque par un choc, soit à des frottements. Mais un corps qui serait lancé avec une certaine vitesse initiale dans le vide continuerait indéfiniment, n'aurait aucune raison de s'arrêter. C'est ça que dit le principe d'inertie. Et ce principe d'inertie conduit à la conclusion suivante, que rien ne se passe dans un corps, rien ne se modifie à l'état d'un corps que par l'action d'une cause extérieure. Et donc, cela nous conduit à une toute nouvelle définition de la nature. Nous sommes amenés à cette nouvelle définition de la nature par cette idée que la nature n'est pas un lieu dans lequel se trouveraient cachés, dissimulés, tapis, n'attendant que le moment propice pour produire leurs effets, des causes. Non, la nature est ce dont nous pouvons décrire les lois, c'est-à-dire, je répète, des rapports constants entre ce que j'ai appelé les paramètres présidents au phénomène, des vitesses, des masses, des températures, des pressions, etc. Et nous débouchons donc sur cette définition de la nature. C'est un système de lois. Définition dont j'avais prévenu qu'elle serait abstraite, qu'elle ne renverrait pas à un domaine de choses, à une certaine région de la réalité, mais un certain domaine de choses. Alors, la voilà cette définition, cette nouvelle définition de la nature. Elle nous est donnée, elle est énoncée par Kant dans un texte qu'il avait lui-même présenté quand il l'a publié peu après la critique de la raison pure, comme une espèce de résumé de la critique de la raison pure, résumé destiné non pas vraiment à dispenser de la lecture de la critique de la raison pure, mais en produisant une espèce de schéma, de résumé, de structure, à la rendre plus accessible. Ce texte s'intitule « Prolégomène à toute métaphysique future qui pourra se présenter comme science ». Prolégomène, cela veut dire préliminaire, considération préparatoire. Prolégomène à toute métaphysique future qui pourra se présenter comme science. Je n'explicite pas ce titre, mais ça signifie, si vous voulez, c'est le livre que vous devez lire à titre de précaution préliminaire si vous prétendez vous servir une théorie métaphysique qui se présente comme scientifique. Eh bien, on trouve au paragraphe 14 de ces prolégomènes l'énoncé suivant, qui est une définition de la nature. La nature est l'existence des choses en tant que déterminée suivant des lois universelles. La nature est l'existence des choses en tant que déterminée suivant des lois universelles. Il faut faire très attention à cette définition. L'existence en tant que, non pas les choses qui, mais l'existence des choses en tant que cette existence répond, est soumise à une certaine condition. La nature n'est pas un domaine parmi les choses, elle n'est pas une partie des choses face à laquelle se dresserait une autre partie, celle de l'artificiel, comme dans la distinction que nous avons analysée précédemment. C'est un mode d'existence des choses, ou si vous préférez, c'est un ordre de choses, exactement comme on parle de l'ordre des... alors dans la classification des espèces vivantes, on parlera par exemple de l'ordre des vertébrés. Je ne suis pas sûr que les vertébrés soient un ordre, donc je parle sous le contrôle des biologistes. C'est, si vous voulez, la nature, un règne. On parle de règne de la nature comme on parle de règne minéral, de règne végétal et de règne animal. Et encore, la comparaison ne vaut pas exactement,
parce qu'il y a bien, en effet, des choses qui sont des minéraux, des choses qui sont des végétaux et des choses qui sont des animaux. Le règne de la nature, c'est une certaine manière pour les choses d'appartenir au domaine de ce qui est soumis à des lois universelles. On pourrait dire, si vous voulez, ce qui est soumis au déterminisme, à condition de ne pas entendre par déterminisme une détermination par avance. Déterminisme, ça ne veut pas dire prédétermination, ça ne veut pas dire destin, ça ne veut pas dire fatalité. Cela veut dire déterminisme, très exactement ceci, que la nature est soumise, enfin que tout ce qui est soumis au déterminisme est soumis à un ordre qui est un ordre de loi, c'est-à-dire de rapport constant entre les phénomènes ou les événements qui se produisent. Un ordre, au deux sens du terme donc, un domaine, une région, mais un ordre dont la caractéristique n'est pas de former une certaine collection qu'on pourrait isoler, non, un ordre dont la définition repose sur le fait qu'il y a justement un ordre, en cet autre sens du mot, qui est également un mot très très riche, le mot ordre, un ordre en ce deuxième sens du terme, qui signifie que tout est ordonné, ordonné selon des lois. La définition de la nature, ainsi, n'est plus une définition matérielle par les choses qu'elle contient ou qu'elle ne contient pas. C'est une définition formelle. Formelle. La nature, cela veut dire exactement ceci, ça ne veut dire ni plus ni moins que l'égalité, en un seul mot, sans apostrophe. La nature, cela signifie l'ordre du légal, mais du légal non pas au sens juridique, non pas au sens des lois que contient notre droit, légal au sens des lois que découvre, que cherche et découvre assez souvent la science. Alors, évidemment, une fois posé ce concept de nature, qui est un concept radicalement nouveau, un concept beaucoup moins, si j'ose dire, naturel, un concept que nous formons de façon beaucoup moins spontanée que le concept de nature en tant que nous l'opposons à l'artificiel. Une fois posé ce concept, reste à savoir à quoi il s'applique, reste à déterminer, à circonscrire le domaine, le territoire des choses qui répondent à cette définition. Il faut se demander jusqu'où s'étend, dans tout ce qui existe, le domaine de ce qui est soumis à des lois. Ce qui revient à se demander s'il y a des choses dont l'existence ne répond pas à des lois universelles. Ce qui revient, si vous voulez, à se demander, pour le dire en d'autres termes, s'il existe du surnaturel ou de l'extra-naturel. Ou s'il existe, on peut le dire aussi comme ça, s'il existe à côté de la légalité qui est la norme de la production des phénomènes dans ce qu'on appelle la nature, s'il existe à côté de cette norme de la légalité du paranormal. Para voulant dire en grec à côté, s'il y a du paranormal. Des choses qui échapperaient au régime de la légalité naturelle. Par exemple, Descartes, Malebranche et Kant, à qui j'ai emprunté cette définition de la nature, parce qu'on la retrouve chez les trois. Hein, on la retrouve chez les trois. On trouve la même définition chez Descartes, chez Malebranche. Kant est peut-être celui qui en donne la définition immédiatement la plus concise, la plus parfaite. Eh bien, Descartes, Malebranche ou Kant et bien d'autres philosophes pensent que oui, pensent qu'il y a des choses qui ne relèvent pas de la nature, mais qu'on pourrait considérer comme relevant du domaine du surnaturel ou du paranormal. Seulement, attention, paranormal, ne l'entendez pas du tout ici, au sens contemporain du mot, au sens où il y aurait des tables qui tournent, des spectres qui apparaissent, des revenants, des esprits avec lesquels nous communiquons. Pas du tout. Alors, aussi bien Descartes que Malebranche que Kant sont tout à fait opposés à ce type de croyance. Ils sont rationalistes et ils n'adhèrent certainement pas à ce type de croyance qu'on peut discuter. Hein. Il n'est pas question de les éliminer a priori, mais ce n'est pas ça qu'il faut entendre par l'adjectif paranormal que j'ai utilisé ici de façon un petit peu risquée, compte tenu du fait qu'il est aujourd'hui employé dans une autre acception. Il vaudrait mieux parler, si vous voulez, d'extra-normal. Y a-t-il des réalités qui sont en situation d'extraterritorialité par rapport à ce régime de fonctionnement? Alors je disais, Descartes, par exemple, pense que oui, il y a des choses qui ne sont pas régies par des lois. Par exemple,
Descartes exclut de la nécessité déterministe quelque chose comme l'esprit, comme par exemple la volonté. La volonté humaine est capable de se déterminer librement. Nous sommes libres, nous sommes doués de libre arbitre, ce qui veut dire que notre volonté se détermine sans être déterminée selon un système de lois, comme le sont par exemple les phénomènes atmosphériques, les phénomènes mécaniques, les phénomènes électriques, etc. Malebranche aussi, Leibniz aussi pense qu'il existe des choses qui s'accomplissent sans obéir à des lois naturelles, par exemple les miracles. Et Kant, lui, va construire son système de pensée, je dirais, de façon à montrer que ce qu'étudie la science, c'est un mode de fonctionnement qui s'applique certes à toute chose, mais dont on peut considérer que si on les regarde d'un autre point de vue, certaines choses n'y répondent pas. Alors là, ce serait un petit peu compliqué d'expliciter. Kant pense comme Descartes, mais avec sur la base de raisons et au terme d'analyses très différentes, que l'homme aussi est doué de libre arbitre. À l'opposé, on qualifiera de naturaliste toute philosophie qui admet le présupposé selon lequel rien de ce qui est réel n'échappe au régime de la nécessité naturelle, au régime des lois universelles. C'est-à-dire que pour un naturaliste, au sens philosophique du terme, pour un naturaliste, pour un philosophe naturaliste, eh bien, le règne de la nature se confond avec le domaine de l'être tout entier, ou le domaine de ce que les philosophes appellent les étangs, TANTS, les étangs, toutes les choses qui sont. Et ça, c'est une immense question, et c'est une des questions les plus débattues dans la philosophie contemporaine. On discute ferme aujourd'hui chez les philosophes, c'est l'un des grands chantiers de la philosophie contemporaine, on discute ferme sur la question de savoir si le programme naturaliste, c'est-à-dire ce programme qui consiste à essayer de montrer que tout, y compris ce qu'on croyait y échapper, est soumis en réalité aux lois naturelles, eh bien, un programme qui consiste à essayer de montrer que rien n'y échappe, que tout est compris dans ce règne de la nécessité déterministe. On se doute qu'un tel programme, évidemment, implique, entre autres choses, il implique l'athéisme. Pourquoi ? Parce qu'on imagine mal Dieu, enfin, du moins le Dieu de nos religions révélées. On imagine mal le Dieu chrétien, le Dieu juif, le Dieu musulman, soumis à un strict régime de lois naturelles comme le sont la pluie et le beau temps, les avalanches, les maladies infectieuses, etc. Il n'y a qu'un Dieu qui échappe, enfin qui lui est en revanche enfermé dans ce système du déterminisme naturel, qui n'y échappe pas, c'est le Dieu de Spinoza. Et le Dieu de Spinoza n'a rien à voir avec, le Dieu de nos religions révélées, celui de nos synagogues, de nos églises ou de nos mosquées. C'est un Dieu qui se confond avec la totalité de tout ce qui est. Tout ce qui est naturel pour Spinoza, naturel non pas au sens où il n'y aurait pas d'artificiel, il sait très bien Spinoza qu'il y a, alors la Tour Eiffel il ne la connaît pas, mais il sait très bien qu'il y a des machines, il sait très bien qu'il y a des outils, il sait très bien qu'il y a des institutions humaines qui sont artificielles, mais elles-mêmes, ces institutions, ces machines, ces outils sont tous soumis au régime de la nécessité, on va dire physique, au sens étymologique, physis en grec, la nature. Alors évidemment, je ne vais pas entrer dans une discussion de la validité, de la valeur de ce qu'on appelle le naturalisme. Ça, il n'en est pas question. Je ne vais pas faire ça parce que ça nous conduirait, là encore, beaucoup, beaucoup trop loin. On pourrait y consacrer toute une année. Il y a une chose, au moins, qui semble n'être pas du tout douteuse. Et cette chose, qui n'est qu'une hypothèse, sans doute, mais une hypothèse tout de même, me semble-t-il, assez plausible, c'est que le spectacle astral, le spectacle du ciel et des astres dans le ciel, le soleil, la lune, mais aussi les étoiles du ciel nocturne, le spectacle astral a dû contribuer puissamment à faire naître dans l'esprit des humains la conviction que le monde qui l'entourait était soumis au régime de la nature, c'est-à-dire régi par des lois. Je m'arrête un instant sur ce verbe « régi », régi par des lois. Dans ce mot, vous entendez une racine latine. Regis, c'est le génitif du mot rex
en latin qui signifie roi. Régi par des lois, c'est une façon de parler, lorsque nous disons par exemple que les phénomènes physiques, chimiques ou biologiques sont régis par des lois, c'est une façon de parler qui nous renvoie à une certaine conception bien particulière de l'origine de ces lois. De l'origine de ces lois, et une origine qui est, bien sûr, elle, surnaturelle et qui est divine, puisque Descartes, par exemple, dit des lois de la nature, ceci, c'est Dieu qui a établi ses lois en la nature, ainsi qu'un roi établit des lois en son royaume. Cette citation se trouve dans une lettre à Mersenne du 15 avril 1630. Donc 15 avril 1630, Descartes écrit au révérend père Marin Mersenne. Mersenne, il n'a pas laissé un grand nom dans l'histoire de la philosophie ou des sciences, mais c'est, si vous voulez, c'est l'Internet de la communauté scientifique et philosophique au XVIIe siècle. C'est une boîte aux lettres par laquelle passent toutes non, bien sûr, mais une grande partie des discussions, des débats, des polémiques entre scientifiques. C'est lui qui met en relation, en particulier Descartes et divers correspondants avec lesquels il s'entretient des difficultés scientifiques, philosophiques, métaphysiques que tout le monde, à cette époque-là, affronte. Eh bien, donc, je répète cette citation. Descartes écrit à Mersenne dans la lettre du 15 avril 1630, « C'est Dieu qui a établi ses lois en la nature, ainsi qu'un roi établit des lois en son royaume. » Et le verbe « régir » pour parler de la façon dont les phénomènes naturels obéissent aux lois, ce verbe est un fossile vivant, on va dire, de cette conception dans notre représentation de la nature. Donc je disais, le spectacle astral a dû contribuer de façon très puissante, très insistante dès le début à l'idée qu'il y avait un ordre naturel, que cet ordre était un ordre légal, un ordre de rapport constant et de retour régulier. Alors il a fallu 20 siècles à peu près à la science astronomique pour parvenir avec Kepler à la connaissance des lois fondamentales de la rotation des planètes autour du Soleil. Mais on avait bien plus tôt, bien avant Kepler, on avait mesuré les temps, les durées de révolution des astres et on avait obtenu une précision extrêmement grande dans la régularité la connaissance de la régularité des cycles astronomiques. À tel point même que, je crois que j'avais fait cette citation au tout début, Henri Poincaré, physicien, un peu philosophe aussi, les grands mathématiciens, physiciens au début du XXe siècle, avait fait de cette expérience l'origine même du questionnement scientifique. Vous avez le texte intégral de ce chapitre de Henri Poincaré, à ne pas confondre avec Raymond, le chef d'État. Henri Poincaré voit dans le spectacle des astres l'origine possible et même probable de l'interrogation scientifique, en tout cas l'origine de ce postulat, de ce présupposé que tout cela doit être gouverné, et vous avez avec gouverné une autre métaphore qui renvoie encore aux politiques, gouverné par des lois. Mais alors, si tel est maintenant ce que nous entendons par nature, je répète encore une fois la définition de Kant, dans toute sa perfection, l'existence des choses entend qu'elles sont déterminées selon des lois universelles. Si c'est ainsi que nous définissons la nature, comme un certain régime de fonctionnement des choses, un certain mode de fonctionnement des choses, en tant qu'elles obéissent à des lois, qu'est-ce qui en découle pour la définition que nous allons donner maintenant du monde? Le monde, ça ne va plus pouvoir être non plus une partie de l'univers. Hein, on disait par exemple le monde, et on dit toujours le monde pour la Terre, on disait le monde pour le système solaire. Par exemple, vous savez que Herbert George Wells avait écrit un roman, La guerre des mondes, dans lequel la menace venait, l'attaque même venait de Mars. Et lorsque Fontenelle, Bertrand Le Bovier de Fontenelle, à la fin du XVIIe siècle, écrit des entretiens sur la pluralité des mondes, ces mondes dont Fontenelle
que nous savons maintenant qu'ils sont plusieurs et non pas un seul le nôtre, eh bien, ces mondes, ce sont à la fois les planètes et ce sont les autres étoiles qui sont des soleils, des fontaines, qui éclairent chacun leur petite planète, leur monde à eux. Et lorsque Kant, vous vous souvenez, dans la conclusion de la critique de la raison pratique, déploie cette magnifique vision de l'univers comme cet ensemble majestueux où les mondes s'ajoutent aux mondes et les systèmes aux systèmes, les mondes, là, ce sont déjà les galaxies que vient de découvrir, il les appelle encore nébuleuses, mais ce sont nos galaxies que vient de découvrir William Herschel avec ses télescopes. Maintenant, ça ne peut plus être ça. Le monde, ça n'est plus maintenant une partie de l'univers qu'on peut concrètement montrer, désigner, telle planète, tel système solaire, telle galaxie. Non, le monde va recevoir une définition exactement aussi abstraite que celle de la nature. Ce sera le réel en tant que, comme l'était la nature. La nature, c'est le réel en tant que son existence est déterminée selon les lois nécessaires. Le monde, ça va être le réel en tant que, et je dirais quoi la prochaine fois. Je ne vais pas m'engager aujourd'hui dans cette définition du monde, je réserve ça pour la prochaine fois. Là, nous suivons toujours la distinction de Cournot, parce que cette distinction est déjà celle de Cournot, même si la définition que je viens de donner de la nature est antérieure, c'est celle de Kant. Cette définition est déjà celle de Cournot, puisqu'il va reprendre tout à fait la définition de Kant pour la nature. En revanche, il va introduire pour la notion de monde une définition qui, je crois, à son époque, est inédite, qu'on ne trouve pas chez Kant, puisque pour Kant, monde, c'est un terme qui désigne telle partie de l'univers. Non, là, chez Cournot, ça va désigner autre chose, dont la définition, je viens de le dire, sera une définition, elle aussi, abstraite. Alors, ce que je vous conseille de faire pour la prochaine séance, parce que là, je vais être privé de quelque chose qui était bien commode, qui est mon tableau noir ou mon tableau blanc, peu importe, mais je n'aurai pas de tableau, et ça va devenir gênant pour expliquer, pour effectuer un passage, et ça, je l'ai déjà effectué cette année, quand le cours s'est interrompu. D'ailleurs, je promets que la prochaine fois, nous entrons dans ce qui est radicalement nouveau. Non, je ne vais pas, comme ça, répéter les choses pendant N séances. Non, la prochaine fois, nous allons commencer véritablement à entrer dans la nouveauté. Mais il serait utile pour que nous puissions achever le parcours de récapitulation de ce qui avait été fait avant le confinement, que vous alliez un peu sur Internet pour vous renseigner sur ce que sont les lois de Kepler, les 3 lois de Kepler. Donc ça, je vous donne ça comme travail pour la semaine suivante, c'est-à-dire pour le cours du 24 novembre. Je vous donne ce devoir, non pas de vacances, mais ces devoirs pour la semaine qui arrive. Il faut que vous vous renseigniez sur Internet. Il y a des tas de sites pour ça. Vous tapez loi de Kepler au pluriel, puisqu'il y en a 3, et vous allez vous instruire. Alors, ceux qui les connaissent déjà, donc ils n'auront pas besoin de le faire, quoique même ceux qui les connaissent ont des chances d'apprendre quelque chose. Mais il faut que vous sachiez pour la prochaine fois ce que sont les lois de Kepler, ce qui me dispensera d'avoir à l'expliquer par des dessins. Alors bien sûr, vous allez me dire, je sais ce que vous allez me dire, vous pourriez utiliser PowerPoint. Oui, c'est vrai, jusqu'à présent, je vous avouerai que je suis toujours resté étranger à ces techniques pour 2 raisons. Alors, il n'y a aucun mépris a priori pour cette technique de PowerPoint qui est très intéressante. J'ai quand même une petite raison épidermique qui est l'agacement que j'ai 1000 fois ressenti en assistant à des conférences où on se servait de PowerPoint, de voir simplement des conférenciers lire ce qui était écrit sur l'écran, souvent d'ailleurs avec des fautes d'orthographe, ce qui m'énervait profondément. Donc j'ai une petite réaction un petit peu de rejet, mais qui n'est pas du tout contre le principe. Il est évident que PowerPoint nous offre des possibilités absolument extraordinaires, notamment pour l'enseignement des bases de l'astronomie. Alors ce que je ferai, c'est que je pense que je vous enverrai par anticipation sur certains sites. Là, je ne vous désigne pas de site particulier parce qu'il y en a une multitude d'excellents, vous en trouverez très très bien tout seul. Si j'en vois un qui est mieux, je le mettrai peut-être sur mon blog, mais vous n'avez pas certainement besoin de moi pour ça. Donc, je vais vous dire à la semaine prochaine pour rencontrer le concept de monde tel que l'a forgé Antoine Augustin Cournot à peu près vers la moitié du 19e siècle. Voilà, je vous remercie et je rappelle que s'il y a des questions, s'il y a des propositions, si vous avez même des remarques sur, je ne sais pas, le rythme de ces séances, est-ce que je vais trop vite, est-ce que je vais pas assez vite, sur le niveau des explications, n'hésitez pas à m'en faire part, patrick.dupuey@protonmail.com. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.